Thank you, Laura. So good evening, everyone. This is an information session on the proposed interim control bylaw. This is the second RCI. The first one was an accompaniment to the changes to the planning program. And this will be the one that overlaps with that first resolution of interim controls. And this will be a control measure that will overlap basically the period by which we will be putting in place the tools that will operationalize the new objectives and strategies that were put into the master plan. So this presentation will be given by Etienne Lavoie. And at the end of the presentation, Etienne Lavoie will pass back the management of the question period, and we will open up the session. I will ask all of you to take turns to raise your hands, and we'll go through one by one. This presentation is being recorded and will be uploaded onto our YouTube channel, and then the link will be posted on our Facebook page. So, further ado, Etienne, je te donne la parole. Merci. Chloé, donc, c'est ça. Tout d'abord, là, comme Mme Hutchison a bien expliqué, c'est le deuxième volet, la résolution de contrôle intérimaire. Maintenant, c'est le règlement de contrôle intérimaire. Et donc, le territoire d'application pour le règlement de contrôle intérimaire est le même que lors de la résolution de contrôle intérimaire. Donc, va s'appliquer à tout l'eau qui est compris en tout ou en partie dans la zone de protection des milieux naturels. Et donc, cette zone-là correspond aux 5 paliers qui ont été identifiés dans le rapport de EcoTour. Il y a une carte qui est annexée au règlement de contrôle intérimaire qu'on peut retrouver sur le site Internet de la ville. Et il y a également la carte interactive qui est disponible sur le site Internet de la ville qui permet d'aller bien zoomer sur les propriétés pour savoir si vous êtes dans le territoire d'application du règlement de contrôle intérimaire. Et donc, si vous n'êtes toujours pas certain, vous pouvez également toujours envoyer un courriel à info à la ville là, pour savoir si vous êtes touché ou non par ce règlement de contrôle intérimaire. Donc, so the territory of application for this RCI, so it will apply to lots that are included in whole or in part in the Natural Areas Protection Zone. So this zone corresponds to the EcoTour 5 tiers priority of conservation map. So in the RCI bylaw, there is a map that is annexed to the bylaw, and there is also the interactive map that is available on the website of the town that you can go and consult if you want to make sure and see if you're included in the RCI. And last resort, if you're not sure, you can send an email to the town of Hudson to find out if you're included in the territory of application. Donc, ici, on voit là, la carte c'est la carte qui est annexée au règlement de contrôle intérimaire. Donc, on peut voir que c'est les 5 tiers d'EcoTour qui ont été tout simplement regroupés dans un grand territoire de protection des milieux naturels. So here we can see the map of the territory of application, which is basically the 5 protection tiers of EcoTour. Donc, on va regarder quelques définitions importantes qui se retrouvent dans le règlement de contrôle intérimaire. Donc, c'est important de savoir qu'un lot vacant, c'est un lot qui est au 6 décembre 2021, donc la date d'adoption de la résolution de contrôle intérimaire ainsi que du projet de règlement qui venait modifier le plan d'urbanisme. Donc, c'est un lot vacant, c'est un lot qui ne comportait aucun bâtiment principal ou qui n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis de construction complète et conforme à la réglementation d'urbanisme.
Donc, ensuite, pour ce qui est des marges de non-déboisement, qui est une notion qu'on retrouve dans le RCI. Donc, en fait, pour tout l'eau qui serait adjacent à une zone agricole, à une zone publique, à une zone récréative ou à une zone de conservation, il y a une marge de non-déboisement de 5 mètres qui doit être respectée pour toutes les parties du lot qui bordent ces zones-là. Donc, c'est comme une zone tampon de 5 mètres qui devra être conservée là, à l'état naturel où on ne pourra pas abattre d'arbres. Donc, quand on est évidemment compris dans le RCI et qu'on est adjacent à une zone agricole, publique, récréative ou zone de conservation. So some important definitions. A vacant lot is a lot that on December 6th, 2021, when Council adopted the interim control resolution and the draft bylaw amending the planning program. So it's a lot that had no main building or had not been the object of a complete building permit application, complying with the urban planning bylaws. And also a no deforestation setback. So for any lot adjacent to an agricultural, a public, a recreative, or a conservation zone, there is a no deforestation setback of 5 meters that must be respected from any part of the lot bordering those zones. So it's a buffer, a 5-meter buffer where no trees can be felled in any circumstances. Maintenant, si on rentre dans le contenu du règlement de contrôle intérimaire, donc, règle générale, le règlement de contrôle intérimaire ne permet pas d'abattre aucun arbre quand on fait partie du territoire d'application du RCI. Par contre, il y a certaines exceptions où la coupe d'arbres va être autorisée. Donc, on va regarder un peu plus en détail là, les exceptions où est-ce qu'on pourra couper des arbres. Donc, d'abord, pour la construction d'un bâtiment principal et de son allée d'accès, donc sous certaines conditions, il faudra que le lot fasse face à une rue publique existante ou à une rue qui est destinée à être publique, qui sera cédée à la ville là, dans le cadre d'une entente pour des travaux des travaux de développement. Donc, ensuite de ça, il ne doit pas y avoir de bâtiment principal sur le lot et également, il faut qu'il y ait seulement un seul bâtiment principal qui va y être construit. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'abattage dans la marge de non-déboisement qu'on a défini un petit peu plus tôt. L'abattage sera limité au périmètre de la construction, donc les 4 murs de la maison, ainsi qu'un périmètre de 5 mètres autour de la maison. Donc, devra vraiment être restreint, l'abattage au périmètre de la maison ainsi que 5 mètres autour. Et également, il va devoir y avoir une clôture de protection temporaire qui va devoir être installée sur le terrain avant l'émission du permis de construction. Donc, cette clôture-là devra être maintenue là, en place durant tous les travaux, pendant toute la durée des travaux de construction. So, general rule for the RCI is that the cutting of trees in the territory of application is not permitted, but there are a few exceptions. So we will go through these exceptions. So for first exception, the felling of trees for the construction of a main building and the driveway under the following conditions. So the lot has to face a built public road or a road that is destined to be a public road under a municipal works agreement. There has to be no building on the lot at the moment, and only one main building will be built on the lot. No felling will occur in the no deforestation setback of 5 meters when you're adjacent to public, agricultural,
recreative or zones. And then the felling will be limited to the construction perimeter of the house and 5 meters outside of the, like around the perimeter of the house. And finally, a temporary protection fence must be installed around the perimeters of the trees that have to be protected. And this has to be, the fence has to be installed before the permit is issued. And the fence must be kept in place during the time of construction, or the whole duration of construction. Etienne, or everybody, can we have a definition of what a temporary fence needs to be? Yes, sure. Temporary fence means these, usually it's these orange fences that you, with metal pickets. Yeah, usually they're like plastic orange fences. And then, yeah, they have to be installed around the perimeters of the trees that have to be preserved. Donc, c'est les clôtures temporaires qui devront être installées. Souvent, on voit ça autour des piscines, lors de l'installation des piscines, avant que la vraie clôture soit installée. On met une clôture temporaire de protection. Donc, c'est des clôtures avec des piquets en métal et des clôtures comme en plastique, là, rouge ou orange. Habituellement, ils ont une hauteur de 4 pieds. Là. Donc, si on continue dans les exceptions, bon, on a parlé de construction d'un bâtiment principal auparavant, mais bon, maintenant, on va également permettre d'abattre des arbres pour l'agrandissement d'un bâtiment principal existant. Donc, dans le fond, c'est les mêmes restrictions que pour une nouvelle construction qui vont s'appliquer à un agrandissement. Donc, on pourra avoir un périmètre de 5 mètres autour de l'agrandissement et ça prendra également une clôture de protection temporaire. Chose pour la marge de non-déboisement, si on est adjacent à une zone publique, là, agricole ou récréative. Donc, so if we continue with the exceptions, bit similar to new constructions, we're also going to allow the expansions of building with the same restrictions that we explained for new constructions. So, no felling in the no deforestation setback. Felling is limited to the construction and 5 meters around it. And temporary fence has to be installed during the construction. Ensuite de ça, on va également permettre la construction, en fait, l'abattage d'arbres pour la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment ou d'une construction accessoire. On parle ici de remise, de piscine, de garage détaché, etc. Donc, encore une fois, pas d'abattage d'arbres dans la marge de non-déboisement. Ensuite, ici, on introduit une notion là, qu'on n'a pas pour les nouvelles constructions, mais c'est que l'abattage d'arbres est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'espace sur le terrain où il n'y a pas d'arbres. Donc, s'il y a un endroit qui est déjà déboisé dans la cour arrière, par exemple, ben on va devoir privilégier cet emplacement-là pour la construction du cabanon ou pour la construction de la piscine. Donc, seulement si, dans un cas où il y a des arbres partout dans la cour arrière, à ce moment-là, on pourra avoir un permis pour abattre des arbres afin d'implanter un bâtiment accessoire. Ensuite de ça, l'abattage d'arbres devra être limité, par exemple, pour un cabanon ou un garage détaché à seulement 1 mètre autour du cabanon et également à 5 mètres autour d'une piscine, 5 mètres qui sera calculé à partir du rebord de la piscine. Et encore une fois, la même clôture de protection sera exigée. So continuing with the exceptions, the cutting of trees will also be
permitted for the construction or expansion of an accessory building. For example, a garden shed, a swimming pool, or a detached garage, with the following conditions. So no felling in the no deforestation setback. The felling is required due to insufficient treeless space for the installation of the construction. So this means that if there is an area in the backyard where there are already no trees, we're going to favor the siting or this location for the construction of the accessory building. Only in the case where there is no treeless area, or if there is trees everywhere in the backyard, only then we will allow for the cutting of trees for the construction of the accessory building. And the felling will be limited to, for an accessory building, the building and 1 meter around. And for a swimming pool, for the swimming pool itself and 5 meters around it, calculated from the edge of the pool. And again, a temporary protection fence will have to be installed and kept in place for the time of construction. On continue au niveau des exceptions, au niveau des zones agricoles, donc l'abattage d'arbres pour la mise en culture végétale du sol, à la condition qu'un avis agronomique soit soumis à la ville et qui démontre que le producteur agricole a fait la démonstration que le véritable potentiel des sols qui sont défrichés sera atteint à l'intérieur d'un délai de 3 ans. Et l'avis de l'agronome doit également faire mention que le producteur agricole démontre qu'il s'est assuré de la mise en valeur des terres et des espaces agricoles en friche. So for continuing with the exceptions, so in agricultural zones, the felling for the purpose of cultivating the soil in agricultural zones, provided an agronomic opinion is submitted showing that the following conditions are met. So the agricultural producer demonstrates that the true potential of the cleared soils will be reached within 3 years. And the agricultural producer that demonstrates that fallow land and agricultural areas are being used. Ensuite, si on continue dans les exceptions, l'abattage requis pour la construction d'un bâtiment destiné à un usage agricole, l'abattage requis pour une installation septique, pour un puits, ou un raccordement à un réseau municipal comme l'aqueduc ou les égouts. Ensuite de ça, l'abattage requis pour accéder à un périmètre de construction aux conditions suivantes. Donc, encore une fois, pas d'abattage dans la marge de non-déboisement. L'abattage est nécessaire en raison de l'absence d'espace sans arbres sur le terrain pour accéder au périmètre de construction. Donc, un peu comme les bâtiments accessoires, pour accéder à un site de construction, on va privilégier un endroit qui a déjà pas d'arbres. Mais s'il n'y a pas d'espace pour se rendre jusqu'à la construction de la piscine ou pour se rendre à la maison, à ce moment-là, on pourra permettre l'abattage d'arbres pour accéder au périmètre de construction. Et dans ce cas-là, le chemin d'accès ne devra pas excéder 3 mètres pour ce qui est de la construction d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire. Et pour ce qui est d'une maison, le chemin d'accès ne devra pas excéder la largeur de l'allée véhiculaire, du driveway en fait, jusqu'au bâtiment principal. So continuing with the exceptions, the felling for the purpose of constructing a building intended for agricultural use. The felling required for a septic system, for a well, or a connection to a municipal service system, like the town water or city sewers. Felling that is required to access a construction perimeter, the following conditions. So again, no felling in the no deforestation setback. This felling is required due to insufficient treeless
less space to access the construction perimeter. And the felling does not exceed 3 meters in width for an accessory building or a construction, and the felling does not exceed the width of the driveway for a main building. So again, for access construction perimeters, we will always favor to access with areas that already don't have trees, but if it's impossible to access a construction perimeter, then these tree fellings will be permitted. Ensuite de ça, on continue les exceptions. L'abattage requis pour la mise en place, l'entretien d'équipements et infrastructures de transport d'énergie et télécommunications. L'abattage requis dans le cadre de travaux municipaux sur la propriété publique, une emprise de rue destinée à être cédée à la ville dans le cadre d'une entente sur les travaux. Et l'abattage requis pour des fins de santé ou de sécurité. Donc, par exemple, un arbre qui serait mort ou un arbre dangereux. On le rappelle, c'est toujours ici seulement dans les terrains qui sont inclus dans le territoire d'application. On continue with the exceptions. So the felling required for the installation and maintenance of energy and telecommunication equipment and infrastructures like Hydro-Quebec, Bell, and Videotron, and felling required for municipal work on public property or on a right-of-way to be transferred to the town under a municipal works agreement, and the felling required for health and safety purposes on private or public property that would be for dead or dangerous trees. Donc, maintenant, si on passe aux mesures qui concernent les milieux hydriques. Donc, les milieux hydriques, on parle des lacs, des cours d'eau, ainsi que des bandes de protection riveraines qui sont de part et d'autre autour des lacs et des cours d'eau. Donc, on dit que dans la RCI, on dit que les dispositions qui sont applicables au littoral et à la rive d'un lac ou d'un cours d'eau qui sont prévues au règlement de zonage en vigueur vont continuer de s'appliquer. Toutefois, la bande de protection qui est prévue sera de 15 mètres pour les lots vacants. Et là, on souligne là, pour les lots vacants, donc peu importe la pente ou la hauteur du talus. Et par contre, la bande de protection des lots qui sont déjà construits, elle n'est pas modifiée, donc va demeurer normalement là, 10 mètres autour d'un lac ou d'un cours d'eau, sauf dans des cas particuliers là, où la pente est élevée ou qu'il y a un talus. Là, parfois, la bande de protection peut être de 15 mètres, mais ça, c'est déjà prévu par le règlement de zonage. Donc, ça n'affectera pas, ce changement-là n'affecte pas les lots qui sont déjà construits. So now for the interventions in bodies of water. So we're talking about here about lakes, streams, or like water courses, and their shore. So the provisions pertaining to shores and the littoral of bodies of water under the current zoning bylaw will still apply. However, the protection strip provided for will be 15 meters for a vacant lot. So regardless of the slope of the shore. And the protection strip for built lots is not modified. So it's still the provisions of the actual zoning bylaw that will apply for built lots. Ensuite, si on regarde les interventions dans les milieux humides, donc dans les milieux humides et leurs bandes de protection, il est interdit d'ériger une construction, de réaliser une activité, d'effectuer des travaux de remblai, de déblai, de cueillir, de chasser, de faire du piégeage, de les drainer de quelconque façon ou d'y abattre des arbres pour des raisons autres que de santé ou de sécurité. Donc, il y a quelques exceptions au niveau des milieux humides. Donc, pour ce qui est des travaux, constructions et ouvrages à des fins soit municipales, soit commerciales,
soit publiques ou pour accès public, pour lesquels un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement a été délivré et est en vigueur. Et ensuite de ça, au niveau des travaux, construction et ouvrages pour lesquels un certificat d'autorisation a été délivré avant l'adoption du règlement de contrôle intérimaire et également est toujours en vigueur. Ensuite, dans les milieux humides, on permet également là, les activités de piégeage du castor qui sont menées par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Et ça, c'est dans l'application de leurs compétences là, au niveau de l'écoulement des cours d'eau. Et donc, pour ce qui est des milieux humides, donc la bande de protection d'un milieu humide sera de 10 mètres au pourtour à la limite d'un milieu humide, sauf pour au niveau des lots vacants, dans quel cas la bande de protection sera de 15 mètres. Donc, lot déjà bâti, bande de protection de 10 mètres, lot vacant, bande de protection de 15 mètres autour des milieux humides. Now for the interventions in wetlands. So in wetlands and their protection strip, no constructions, works, backfilling, excavation, draining, harvesting, hunting, trapping, or tree felling other than for health or safety reasons is allowed, with the following exceptions. So, municipal or commercial, public and public access works and construction for which a certificate of authorization from the Ministry of Environment has been issued and is still valid. And then also another exception is for works and constructions for which a certificate of authorization from the Ministry of Environment was issued prior to the RCI bylaw coming into force and which is still valid. And also another exception is beaver trapping activities carried out by the MRC of Vaudreuil-Soulanges. They have to, ils ont leurs compétences. Peut-être que Madame le maire peut m'aider là-dessus, mais c'est dans l'exercice de leurs compétences. Oui, c'est la même chose. Competency. Merci. All right. So, so for wetlands, the protection strip around a wetland will be 10 meters, except for vacant lots, in which case the protection strip will be 15 meters. Ensuite, si on regarde maintenant au niveau des opérations cadastrales qui pourraient être faites dans le territoire d'application, donc encore une fois, dans les 5 tiers, la carte des zones de protection des milieux naturels. Donc, en fait, aucune opération cadastrale ou succession d'opérations cadastrales qui viendrait créer une nouvelle emprise de rue ou augmenter le nombre de lots constructibles n'est permise. Donc, so for cadastral operations or subdivisions, so no cadastral operation or succession of cadastral operations aim to subdivide a lot in order to establish a right-of-way or to increase the number of buildable lots is permitted. Donc, ensuite de ça, au niveau des rapports d'expertise, en fait, donc pour l'application du règlement, la Ville peut exiger la production de différents rapports là, afin de s'assurer que les travaux qui seront effectués vont respecter le règlement. So for the application of the RCI, the town may require the production of various reports to ensure that the work will comply with the bylaw. So, la Ville pourrait exiger, par exemple, un rapport d'inspection d'arbres qui serait préparé par un ingénieur forestier ou par un membre de la Société internationale d'arboriculture du Québec, afin de confirmer que l'état de santé de l'arbre et qu'on soit bien en mesure de confirmer que l'arbre pose un risque là, pour la santé ou la sécurité. The town could require a tree inspection report
would have to be prepared by a forestry engineer or an arborist. And this report has to contain the trees condition and also contain the level of risk posed by the trees. So if someone wants to apply for a tree that's dangerous for health or safety reason, we could ask for a tree. Plan d'aménagement de site, encore une fois, la ville pourrait exiger un plan d'aménagement de site qui serait préparé qui doit être préparé par un arpenteur géomètre et dépendamment des dispositions qu'on doit valider au niveau du règlement, là, le plan pourrait devoir montrer l'emplacement au sol des arbres, la limite de la projection de la canopée au sol, les limites du lot, la position des constructions sur le terrain, la localisation des milieux humides et hydriques et leur bande de protection. Donc, par exemple, il y avait un milieu humide et hydrique qui est présent sur le terrain et qui doit être localisé par l'arpenteur. Il faudrait également qu'un biologiste fasse une caractérisation de ce milieu humide-là. Donc, un biologiste membre de l'Association des biologistes du Québec. So, another study that the town could require is a site development prepared by a land surveyor. And this plan has to indicate, depending on the provisions to be applied, the ground location of all trees on the property or part of the property, the limit of the projection of the canopy on the ground, the position of the property boundaries, as well as any no deforestation setback, the position of any current or projected construction or landscaping on the land, and the location of wetlands and bodies of water and their protection strip. And in the case of the location of a wetland, a characterization has to be carried out by a biologist, a member of the Association des biologistes du Québec. Et ensuite, également, un avis agronomique peut être exigé, qui doit être préparé par un agronome membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Et cet avis-là doit indiquer pour tout déboisement là, sur une superficie de plus de 250 mètres carrés les objectifs agricoles relatifs au déboisement ainsi que les gains de productivité de l'exploitant agricole. Et également doit indiquer en quoi les travaux projetés n'affectent pas la bande de protection d'un milieu humide et hydrique. So for an agronomic opinion, it may be required and the opinion must be prepared by an agronomist, member of the Ordre des agronomes du Québec. The opinion must indicate for any deforestation over an area of more than 250 square meters, the agricultural objectives relating to the deforestation and the farm operator's productivity gains, and also how the proposed work does not affect the protection strip of a wetland or body of water. Donc, au niveau des sanctions, là, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc, au niveau, s'il y a non-respect du règlement, on parle d'un montant minimal de $600 et maximal de $2,000 pour une personne physique et montant minimal de $1,200 et maximal de $4,000 pour une personne morale. Et plus spécifiquement dans le cas d'un abattage d'arbres en infraction au règlement, donc il y a des amendes qui sont différentes au niveau des abattages d'arbres. Donc il y a une amende, il y a un montant minimal de $1,000 si on abat un arbre ou 10 arbres, c'est un montant de base de $1,000 et ensuite de ça, il y a un montant minimal de $100 et maximal de $200 par arbre qui est abattu jusqu'à concurrence de $5,000. Donc, quelqu'un qui coûterait plusieurs arbres pourrait avoir une amende de $5,000 plus le montant minimal de 1,000, donc une amende de $6,000. Et ça, ce serait sur un terrain inférieur à 1 hectare là, ou 10 000 mètres carrés.
Et ensuite de ça, sur des plus grandes superficies pour un abattage d'arbres sur une superficie d'1 hectare ou plus, un montant minimal de 5 000 et maximal de 15 000 par hectare déboisé. Et pour chaque fraction d'hectare déboisé, les amendes d'un montant minimal de 100 et maximal de 200 par arbre, jusqu'à concurrence de 5. Penalties. So the fine, there's a minimum fine of $600 and maximum fine of $2,000 for a physical person, and a fine of a minimum of $1,200 and a maximum of $4,000 for a moral person. And specifically for trees, there is a different fines. So for tree felling in offense to the bylaw, there's a minimum fine of $1,000. Plus, in the case of a felling on an area less than 1 hectare, there's a minimum fine of $100 and a maximum fine of I think it's $200 and not $250. So yeah, $200 per tree, up to a maximum of $5,000 for the trees, for the number of trees cut, plus the $1,000 base fee, which could add up to $6,000. And in the case of felling of an area of 1 hectare or more, there's a minimum fine of $5,000 and maximum fine of $15,000 per full hectare of deforestation, plus for each portion of deforested hectare, an amount of a minimum of $100 and a maximum of $200 per tree, up to a maximum of $5,000. In some of our previous discussions, perhaps this was within the working group, we talked about, a replanting penalty of a, substantially sized tree versus these fines for cutting down trees, because many times when people want to build, they just factor that into the cost of their build. But the replanting and the reforestation is something that would become obligatory, and that would actually, they'd be, it would benefit the community. So I'm not seeing the connection. I think this was something you brought to us at Jan, and I really believe in it. So I'm not seeing that right now. Yeah, this would be probably, well, anyways, in the future modifications, probably something that could be included in the tree cutting section of the zoning bylaw. So something that will could be proposed, and then there would be public consultations. So, but definitely this could be an option to further deter or from people cutting down trees. Donc, au niveau de l'échéancier du RCI, mais de toute la procédure de modification réglementaire. Donc, on rappelle que le 6 décembre, il y a eu l'adoption de la résolution de contrôle intérimaire et du projet de règlement qui modifiait le plan d'urbanisme. Donc, il y a eu ensuite la consultation publique écrite d'une durée de 15 jours là, sur la modification au plan d'urbanisme. Bon, ce soir, on est en séance d'information. Donc, c'est pas une séance qui est obligée, qui est requise selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais c'est un petit plus qu'on fait pour la population, pour les informer encore mieux. Et il y aura par la suite, le 24 février, l'adoption du règlement de contrôle intérimaire ainsi que du règlement final, règlement amendant le plan d'urbanisme. Et par la suite, là, dans les mois qui suivront, l'entrée en vigueur du règlement qui modifie le plan d'urbanisme, il y aura l'adoption des règlements de concordance
et une fois que ces règlements de, par exemple, zonage et lotissement auront été adoptés et seront en vigueur, à ce moment-là, ça mettra fin à l'application du règlement de contrôle intérimaire qu'on est en train de regarder ce soir. So for the timeline, so on December 6th, there was the adoption of the interim control resolution, which will be replaced by this interim control bylaw. And there was also on December 6th, the adoption of the draft bylaw amending the planning program. Then from January 24 to February 7, there was the written public consultation, the 15-day written consultation for the draft bylaw amending the planning program. We're here February 21st with this information meeting, which is not a process that's required by the loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais we're doing this as because we want to inform the citizens as much as possible. So then there will be on February 24 at a special council meeting, adoption of the interim control bylaw and also adoption of the bylaw amending the planning program. And then in the months that will follow the adoption of the planning program, so we're looking at probably fall 2022, there will be the adoption of the concordance bylaws, and which will end to the interim control bylaw once these bylaws are in force. Je pense qu'on a déjà regardé ça au niveau après l'adoption, donc voilà. Merci beaucoup, Etienne. So as you can see, this is a very elaborate step-by-step process, and this second interim control bylaw gives us a lot more flexibility with regards to the elements and the exclusions that we've made. So this is a reflection of all of the comments that we've received, and making sure that the existing constructions and already subdivided lots can continue reasonably with business as usual. Our intent is really to continue with preserving the tree canopy as much as possible, and as Doug suggested, maybe even going eventually to looking to restoring some of this tree canopy as well. So I hope that this hasn't been too technical in content. You can find all of this information on the town's website. The draft bylaw, as Etienne mentioned, was tabled and adopted on February 7th, and we will be holding a special council meeting on Thursday, this Thursday at 7:30. It will be in person, but because there are restrictions on quantities of people within the hall, I believe it's 50% maximum capacity, and you still have to keep your masks on. And I forget if there's a passport required. I believe it is for this time around. So just to remember, we encourage you to continue to attend virtually, but we will be there in person, and we look forward to this gradual deconfinement. So I will open up the question period. I see that Daniel Rodrigue already has his hands up, and I look forward to different comments. Daniel, allez-y. Oui, bonsoir, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Juste une question de précision pour Étienne Lavoie, possiblement. Est-ce que je comprends bien, les rues dans Hudson Valley, les lotissements sont faits depuis longtemps. Il y a plusieurs citoyens qui ont acheté des terrains, qui ont préparé des plans. Est-ce que je comprends avec ce qui a été dit, Étienne, qu'à partir du 24 février, les gens vont pouvoir faire une demande de permis qui serait autorisée naturellement en suivant les nouvelles règles de coupe d'arbres, mais qu'il n'y aura plus de freeze sur les permis. Vous allez être capable d'émettre des permis de construction. Exactement. Là, dès que le règlement va entrer en vigueur, en fait, là, ce qui devrait probablement arriver, là, parce qu'il faut publier un avis public d'entrée en vigueur, là, donc ça devrait se faire probablement, je dirais, le lendemain matin, là, rapidement. Là. Parfait.
Mon autre question, c'est un peu technique, là. Je sais que ça fait déjà un bon bout de temps que vous parlez du 5 mètres de protection. Ce qui me fait peur un peu, c'est la clôture qu'on doit exiger. Je ne suis pas excavateur, mais les gens que j'engage font ça depuis 30-40 ans. On m'a toujours mentionné que ça prend 2 mètres pour le CSST d'excavation pour protéger les ouvriers lorsqu'ils font la fondation et que normalement, ça prend 4 mètres pour l'appareil, l'excavatrice. Alors, ça fait un total de 6 mètres. J'aurais aimé pouvoir comprendre d'où vient le 5 mètres. Pas parce qu'on ne voudrait pas suivre le 5 mètres, mais si mon excavateur me dit que ça prend 6 mètres, on va partir avec 1 mètre en moins qu'on ne pourra pas faire. Et surtout, si on parle de mettre une clôture, on va avoir une problématique. Alors, c'est un peu désolant de penser que tout de suite en partant, on a une restriction que possiblement on ne pourra pas respecter. Alors, ma question est d'où vient le 5 mètres et non ce qu'en général, les experts en excavation parlent de 6 mètres. Le 5 mètres a été trouvé à quel endroit? Je ne sais pas si vous pouvez me préciser. Étienne, est-ce que tu peux répondre? En fait, 5 mètres, c'est une pratique qui est quand même commune là, au niveau des réglementations municipales. Bon, nous, selon nos vérifications qu'on a faites, 5 mètres, c'est là, au niveau du périmètre d'une construction. Bon, c'est certain que s'il y a une situation qui était dangereuse pour la sécurité ou quelque chose comme ça, ben là, il y a aussi des exceptions qui sont prévues pour ça. Mais je pense que l'objectif, c'est vraiment de s'en tenir aux 5 mètres. Et bon, s'il y a des situations particulières qui font en sorte que peut-être à un endroit pour des fins de sécurité, il fallait aller à 6 mètres, mais peut-être qu'à ce moment-là, là, on pourrait aller comme ça. Là. Mais c'est quand même, c'est ça, on a vérifié les 5 mètres, là, Et ce que j'en comprends bonne aussi, norme. c'est que le 2 mètres est en plus du 4 mètres. Donc, ces zones-là se chevauchent. Ce n'est pas nécessairement 2 plus 4. On parle de 5 mètres total. C'est 5 mètres total, mais vos deux zones, le 2 mètres, c'est une sécurité de l'ouvrier. Le 4 mètres, ça dépend de la profondeur de votre excavation. C'est ce que j'en comprends. Ben, 2 mètres, c'est le 2 mètres nécessaire pour être sûr que la terre ne tombe pas sur les ouvriers. Et un coup que ce 2 mètres-là est fait, qui devrait être légal, parce que si on a une visite, la CSST, si on n'a pas un 2 mètres, si on ferait 1 mètre, on est ouvert à avoir des amendes. Alors, un coup que le 2 mètres est fait pour respecter les règles de sécurité, si l'appareil prend 4 mètres pour circuler, il nous en reste 3. Alors, je ne sais pas s'il y a des compagnies de toujours, je pense à Grunewald dans la région, tout ça, ou Excavation L'Aventure, qui est très, très bien connue que j'utilise. Est-ce que ces gens-là ont été questionnés? Je ne veux pas mettre en doute vos recherches, mais ça serait intéressant si quelqu'un me dirait que Excavation Grunewald a dit que oui, il n'y a pas de problème, il travaille à 5 mètres. Par contre, mon excavateur m'a clairement dit que ça devrait être 6 mètres. Ce n'est pas à eux peut-être à aller se battre pour faire ça, mais nous, on va être pris avec le dilemme. Moi, je me vois être pris avec un dilemme, avec une clôture, puis là, ça ne passe pas. Et on le sait, l'employé que vous engagez qui va vouloir faire respecter les normes, s'il sort de l'école et puis qu'il est sur le terrain et puis qu'il a une belle job avec la ville d'Hudson, il va vouloir faire respecter ce qu'on lui dit de faire et puis il va regarder qu'est-ce qui est écrit dans le livre et pas qu'est-ce qu'il y a sur le terrain. Alors, je demanderais peut-être si c'est possible de refaire une vérification avec ces gens-là. Et de voir s'il serait possible de faire ça. Dans le même ordre d'idée, j'ai une autre remarque peut-être à faire. C'est que vous avez tous l'expérience un peu dans la construction, puis quand on arrive et puis c'est le temps de faire la toiture et puis qu'on reçoit les fermes de toit, 5 mètres pour déposer et avoir une grue qui rentre, parce que ça prend une grue absolument
Ça se fait plus à la main comme il y a 30 ans. Là, quand j'ai débuté, les gens montaient ça à la main, un à l'autre. Mais il n'y a plus d'ouvriers qui veulent faire ça. Il n'y a plus d'ouvriers qui veulent travailler sur la construction, période. Mais ce qu'on trouve naturellement maintenant, on travaille avec des grues. Encore là, c'est question sécuritaire. Tout le monde doit être attaché et ça prend une grue. Alors, la grue rentre dans l'espace voiturier qu'on va être confiné à faire pas trop grand. Et ça, c'est correct, mais un coup que la grue est là, les fermes de toit, on les met où? Alors, c'est un peu une question. Ça peut être un peu serré, 5 mètres. Alors, à date, je pense qu'on se débrouillait à essayer de ne pas couper les arbres et de se débrouiller à mettre le matériel sur le terrain, mais c'est sûr, vous ne pourrez pas trouver une construction existante où que les trosses sont à terre et sont dans le 5 mètres. Et on faisait attention, il y avait cette règle-là, puis de faire attention aux arbres et tout ça. Mais là, si on parle d'une clôture et que vous le mettez en application à la lettre, aussitôt qu'on débute, c'est ce que vous dites, qu'on met une clôture à 5 mètres tout le tour, je ne sais pas. On va mettre le matériel à quel endroit? Les fermes de toit, je ne sais pas. Ce sont des choses, évidemment, Monsieur Rodrigue, ce que je vous propose, c'est qu'il y ait un minimum de recherche qui se fera on a 2-3 jours là, avant qu'on vienne adopter ce RCI, qui est quand même un règlement de contrôle intérimaire et non permanent. Mais l'intention est qu'en fait, vous aviez aussi mentionné l'entreposage aussi des sols qui sont excavés. Donc, je pense qu'on recherche ici, c'est qu'on perde le minimum d'arbres justement à ce genre d'entreposage qui est temporaire. Donc, si c'est un entreposage de ferme, c'est que cet entreposage se fasse plutôt sur le camion qui est en attente avec, si c'est un camion grue qui vient amener les fermes. Je sais que Douglas aimerait bien que je lui donne la parole, mais on ira plus dans ces détails-là un autre soir. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on continuera de notre côté de regarder dans ces éléments-là. Ce qu'on a fait comme recherche, c'est dans les municipalités avoisinantes, c'est la distance qui est prescrite dans le règlement. Donc, on est parti de là. On n'est pas allé jusqu'à aller valider avec justement des entrepreneurs locaux, mais on continue de confirmer qu'on vous écoute, on vous entend, mais l'intention est de ne pas se servir du site comme lieu d'entreposage qui, justement, va coûter à la présence de ces arbres. On aimerait vraiment préserver le couvert forestier au maximum. Non, je suis d'accord. Je ne veux pas vous mettre les bâtons dans les roues, juste que vous preniez conscience de la problématique. La réalité qui vient avec ces règlements. Non, j'apprécie. Il y a l'excavation, naturellement, qui est peut-être un peu plus facilement contrôlable, mais c'est sûr que les fermes de toit, il faut qu'ils soient là. On ne peut pas faire entrer les fermes de toit à 3-4 reprises. On ne peut pas avoir un camion dans la rue avec des fermes de toit. Les fermes de toit doivent être déposées sur le sol. Et c'est très compliqué pour les ouvriers à être capables de les placer et les mettre. Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, Mme Hutchison, pas avec votre background. Alors, j'aimerais juste, s'il serait possible, d'avoir peut-être une petite pensée à ça. Moi, je suis sur le bord de me retraiter, mais c'est ce que je pense qu'il y a des gens qui vont vraiment avoir de la difficulté. Et puis, ça serait le fun qu'on puisse travailler main dans la main avec les municipalités et avec les inspecteurs et qu'on puisse travailler. Je suis bien d'accord. Mais encore, je vous rappelle que c'est une période de quelques mois, donc c'est aussi une période de rodage pour ce genre d'intention et ça va nous permettre aussi de raffiner si au possible pour ce genre de mesures-là. Parce qu'on préfère évidemment qu'on ait une construction de qualité, donc c'est de vous faciliter la tâche pour faire quelque chose qui est sécuritaire, qui est de qualité, tout en préservant le canopé. Donc, ce n'est pas un à la place de l'autre. Puis, j'apprécie énormément vos commentaires, M. Rodrigue. Merci. Bonne soirée. Je lance une idée comme ça, Daniel. L'emplacement où les arbres auront été abattus pour le futur champ d'épuration pourrait peut-être servir en autant que le champ d'épuration est construit après que les fermes de toit ont été installées. Mais bon, ça pourrait peut-être être
Ou la Ben, piscine. c'est toujours le cas, Étienne, normalement, en tout cas dans mon cas à moi, c'est sûr, parce que sinon on l'endommage. Alors, oui, c'est une bonne idée, sauf que naturellement, tu le sais, tu en as fait beaucoup sur le terrain. On s'est rencontrés souvent. C'est sûr que souvent, c'est à l'arrière, tout ça, c'est pas nécessairement la grue, il faut qu'elle se rende, etc. Alors, je veux juste que votre règlement qui est là, on comprend le but. Et moi, certainement, j'accepte le but de, oui, préserver les arbres et tout ça. Mais c'est sûr qu'il faut essayer de penser puis laisser une ouverture que les gens puissent quand même naviguer alentour de ça. Et le problème aujourd'hui, c'est que les gens suivent ce qui est écrit et pas nécessairement ce qui est la logique comme qui se faisait anciennement. Je suis assez vieux pour voir ce qui se passait avant. Puis aujourd'hui, les gens, ils suivent à la lettre ce qui est écrit, ils veulent s'en aller chez eux et pas avoir de problème, qui sont fait respecter ce qui est écrit. Alors, je fais juste dire que peut-être si c'est ça qui est écrit, ça va être très difficile à suivre. Puis ça peut engendrer des problèmes pour bien des gens dans le futur. Je me demande si ça pourrait être contré par un plan de mobilisation, un plan qui justement montre l'espace qui est requis pour toutes ces choses-là. Puis comme ça, au moins, on sait qu'on a cadré la chose puis qu'il n'y a pas un étalement qui se passe. Mais certains entrepreneurs pourraient voir ça comme étant une exigence additionnelle complexe quand ils ne sont pas habitués à en fournir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'était un plan qui montre un peu le chantier, où se placent les structures, puis quelle zone est nécessaire justement pour la disposition des fermes de toit pour une installation sécuritaire. Ça pourrait être quelque chose comme ça. OK, merci. Merci à vous. Bonne soirée. Vous aussi. Next person, Carol Ann Mills, your hand is up. Good evening. Thank you so much for allowing us to participate in these public forums. I did just want to say that reforestation, I think, is a great idea. It's something that I truly hope that you will be looking at in future as part of this bylaw. The map that I've looked at online, just in the area that we live in, we can see that there are 3 homes that have been built that do not appear on your plans. The lots themselves were quite heavily deforested. The lots are on septic as well. And to that end, I would love to suggest that reforestation doesn't necessarily have to occur on the property of the homeowner. And if Hudson were able to look perhaps at other areas designated as green space, and we are actually on a cul-de-sac. So if I think of just the land in front, or that all of these properties encompass, a perfect opportunity to ask those owners for reforestation of an actual green space that already exists and that could be designated as accepting of reforestation. Mm-hmm. I do have one quick question again, because I'm a little unclear as to how to really read the interactive map that's provided. If we look at the Davidson Trail, going in towards Como Golf Club, once we actually take the Davidson Trail and hit the Como Golf Club, there are a number of trees that have just recently been marked in the last week and have been taken down. And I'm just wondering, does that land, is it privately owned? Does it belong to an individual? Does it belong to the golf club? And is the golf club then subject to these same bylaws, or are they allowed to take down any number of trees that they'd like to? Thank you. I believe it's private land. I'm not aware of more the technical or the permits, but I'll ask Étienne or Mélissa, est-ce que vous êtes au courant de cette coupe d'arbres? Non. Il faudrait que je fasse des vérifications à ce niveau-là. What I suggest to you is that you reach out maybe to Étienne tomorrow or to myself, and we'll look into that for you. Perfect. I'd appreciate that. And your answer on golf courses, are they, of course, as long as they're within those tiers 1 through 5, which is one big zone, all of the restrictions on tree cutting apply to them as well. Right. All right. And the reason that I was bringing it up is just that, as I say, the number of trees that have been marked, just walking a certain portion of that corridor today, there are
I don't know, there have to be 100 trees marked in the very short area that we walked, that are trees that have already come down, trees that are marked that are still healthy, And maybe trees that ash are, trees, huh? no, I would say maple Okay. as well. So we're definitely looking at hardwood, I would say, for firewood, looking at how they've been cut, I would assume. But Could it again, be I'm not an a expert. sugaring lot, Étienne, où ils ont le droit de faire des coupes d'arbres, n'est-ce pas? C'est vraiment juste le corridor. Alors, on est vraiment en train de marcher là où il y a un espèce de sentier, si on veut, just a walking path that's been made by people walking or snowshoeing or skiing on the golf course. And it's literally that very first tree denomination along that corridor on the west side. On t'entend pas, Étienne. If you want to send an email to, actually the best person to send the email to would be Melissa, and she will speak with the environment agent, and we will be able to clarify. If Melissa's address is melissaf@ville.hudson.qc.ca. Perfect. Merci beaucoup. Bonne Yeah. soirée. Thank you. Frank Nero, your hand is up. You're next. Good evening. Thank you for giving me the opportunity to speak. Our pleasure. I think Danielle probably answered the question that I was going to give to Danielle. So if I own 2 lots in Hudson Valley right off of Mayfair that I bought over 20 years ago before the Mayfair Street was even built. And I bought them for my kids one day. We are allowed to build in the near future whenever we do decide, as long as we respect whatever rules and regulations you put for tree cutting, correct? Correct. The other question was, so we don't have to invest in putting one of these steel temporary fences that you rent. We can put just the orange fence, like Etienne said. So that's the cost is a lot less than investing in one of those steel fences that you rent by the month or whatever. So Correct. It's one of those orange fences. Orange fence, like we put in when I built a year and a half ago and around the pool. That's exactly what we put, and that's good enough. That is correct. Okay, and my last question is, our lot backs up to the golf course, to the Falcon Golf Course, but there is still probably, I would say, anywhere between 5 to 10 meters of land that still belongs. Maybe I'm exaggerating 10, maybe anywhere between 5 to 10 meters of that land still belongs to the golf course, that it's still wooded. So when you're calculating the 5 feet, is it from your property line coming towards the house is the 5 meters? It's from your property line to your house. Okay, and 5 meter goes on both sides of the house, not including, let's see, whatever you have to dig for the septic tank, and if you're putting a garden shed or a pool or It whatever. goes from the limit between your recreation neighbor Okay. and your property. On the other side, I'm guessing that you're residential on both sides, Yes. so it doesn't apply. N'est-ce pas, Étienne? Est-ce que je me trompe? So it only applies when you're bordering on a lot that is either public, recreation, agricultural, and there's another one in there that I always forget, conservation. Right? Okay, so in between on the left and on the right, because they're both residential lot, that doesn't apply. Correct. But you still have, you should still leave some trees for. Well, you have to keep your 5 meters around your house is the only part that you're allowed to deforest. Okay. All right. Thank you so much. You're welcome. Next person, I see it's Nadim, but I remember from last time that wasn't your full name. So Hello, good evening. yes, your name, please. Nadim? It is Nadim. Okay, great. Yes, correct. Thank you. Thank you. Well, I have a few questions. I make them quick. First of all, I agree with Mr. Doug for reforestation of like any land instead of fines. I find this is a much better idea because the objective is like to plant as much trees as possible. I used to build in El Perro, and the city used to give us with the permit, let's say,
a couple of trees to plant and so on and so on. Anyway, I'll let you think over that. I heard you all mentioned it. Concerning the perimeter of an excavation, I heard Etienne mentioning that we have to put the fence before we dig. Is that correct? Fence is there to protect, to basically delineate the area that needs to be protected from the area that doesn't need to be protected. So your 5 mètres de déboisement, de non-déboisement, pardon, has to be separated from that area around the house that you're planning on cutting. So yes, before you start to excavate. So if I put it like, let's say even like 6, 7, 8 meters, because I operate heavy machinery, so I kind of know what I'm talking about concerning excavation. Commercially speaking is no problem. Residentially speaking, when you excavate, if you put the fence exactly at 5 meters, as Mr. Daniel mentioned, CNST and all that, without getting into micro details, it's a bit of a sport. I'm not saying it's not feasible, but it's a bit of a sport to do that. So is it possible to protect, the objective is to protect the trees, to make it obvious that those, is it possible to do it in a different way? Would you allow that? Would you be flexible as long as the objective is conceived, or maybe put the fence a bit further, and when we finish digging, we could approach back the fence? Are you flexible for? I think I will leave that to the technical team, but my worry there is that, you know, the team comes and takes a look once. It almost would require for them to come back and make sure that it's been put back. So it gets harder to then define whether the setup has been inspected and whether it respects the bylaws. So after that, we're kind of going on good faith, which, as you know, some people are wonderful with good faith and others, they take a certain amount of leeway and it will create this creep. So I think I'd rather find a solution that works. I'm sorry about the cat, if it's not the 5 meters, but you know, we'll continue to do our study in this. What we had done up until now was just look at the neighboring bylaws and standards that others were using, but I think it's a good idea that we should actually see about the real on-site application of it, and to try and find a reasonable, and also something that is for the inspector to be comfortable with and not to feel that they're constantly being challenged and having to create these on-site tolerances or allowances. So those are all good points. Yeah. I'll share with you quick idea, and then I move to my last question. And I'm doing 2 jobs right now, 2 big projects in Pierrefonds. The city of Pierrefonds, the inspector passed by and put for me green ribbon on the trees that I'm not allowed to even look at. So exactly, in Pierrefonds is quite strict. So just an idea, there is a green ribbon on every tree that I'm not allowed to touch or get near or even. Okay, my last question would be, I own a land also on Cambridge that there is a wet zone. This question would go probably for Etienne. Like, if as long as I'm already Legault Trudeau, they specified where the humid zone is. And when I bought the land, I knew that, and the house will be like 20, 25 meters away. Is that okay? Or that I have to do other tests and things like this, or I could just go ahead and finish my architectural work and apply for a permit? Well, each situation is specific. It's going to be case by case. If like we have to look at our map first to see if a lot is included in the natural protection zones. If yes, we have it internally. We have tools that show us where the wetlands are located. So we're going to look at this, and then we're going to compare with your survey. If everything matches and that your house is 25 meters away from the wetland, meaning that you respect the 15-meter buffer easily, then that should be okay. But if you are building 15 meters from the limit of the wetland, and we have reasons to believe that the actual border of that wetland might have changed since you did that survey, or we might require a characterization by a biologist to confirm
more accurately, like exactly where the limit of the wetland is. So, but again, each situation is different. Wetlands evolve, so depending on when it was done, the study. So we're really going to have to look carefully into each situation. Merci, Etienne. I'll send an email to Melissa, I believe, for this, and then like probably just so now finish the plans of the house and everything, and then like you know what I mean. It's an unnecessary cost, and so I do it once. All right, thank you very much. You're welcome. Thank you. Eva, I see your hand is up. Good evening. Thank you for the presentation and allowing us a question period. A little clarification I'm hoping to get. For myself, I believe the backside of my property is going to be against one of these zones, and the explanations you've made this evening are very helpful. But what I'm not clear on is, for example, the front of my property, which is not within any limit or buffer zone, is that going to fall under the existing tree bylaw, or am I going to have to follow the regulations that are being presented this evening? Is this taking over the existing tree bylaw? I mean, am I going to need a biologist to come and look at a tree that will have to come down because it's breaking my driveway, or like what's happening with these bylaws? Is it just dependent on what's near a buffer zone? That's what I'm not clear on. So your area on Mullen is not covered by the tiers 1 through 5 zone. You're not under one of those colored zones, so you wouldn't be affected by. Well, I would think that from when I look at the map, the back of my property borders Davidson Trail, which I thought was one of the protected zones. So I would think that I have a 5-meter buffer there. If you'd like to put one on, you certainly have one, but your property is not impacted by this. It's not impacted. Okay, then just as a curiosity for anyone's property who is, how do the existing tree bylaws apply only outside of the buffer zones, and the buffer zones are being covered by the bylaw as it's described this evening? So anything that is in one of those green zones on that map is covered by the bylaw that was just explained tonight, this temporary RCI. Anything that is not under that green spot, the map that you've seen, falls under the existing tree bylaw. Okay, great. Thank you for clarifying. You're welcome. Are there any other questions? Well, this was it. Thank you so much, Etienne. Thank you, Melissa, for being here with us. Thank you, all of the council members. Thank you, Laura, for being with us this evening. And for those who are interested in attending Thursday's special meeting, it will be where the bylaw for this temporary measure will be presented for adoption, and also for the completion of the master plan revisions, those that were started on December 6th, and for which the written in consultation period took place for those 15 days between January and February, and also the presentation that we gave on February 2nd. So that will be closing that first leg and moving on to that next segment. So looking forward to seeing most of you here, and looking forward to being in person, hopefully. So anyway, thank you. Take care.